Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'Art du Mentaliste. Je suis comme chaque semaine avec Taha Mansour. Hello Alexis, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ouais, très très bien. Tu nous as teasé la semaine dernière qu'on allait parler de télépathie. Oui, absolument. J'aimerais vous raconter une histoire vraie. On était à un congrès de magie, le rendez-vous annuel de Magic Dream, qui sont gérés par des super potes magiciens. C'est un magasin de magie à Paris. Tous les ans, ils organisent un gros congrès où il y a entre 200 et 300 congressistes qui viennent. Il y a des conférenciers qui passent. C'est des conférences de magie, de mentalisme, etc. Et c'est tout un week-end. C'est organisé dans un hôtel à côté de Disney. L'année dernière, j'étais conférencier dans ce congrès-là. Et donc, du coup, je me baladais avec différents potes et on est en train de faire une séance de magie de cartes avec un ami magicien qui s'appelle Régis Stanislavski. Je lui passe le bonjour. Et juste, on se faisait des trucs, on essayait de deviner des choses, on piochait une carte, il l'a retrouvée. Des trucs de magicien. Voilà, trucs de magicien. Vraiment, le cliché de ce que vous pouvez imaginer les magiciens ils font quand ils ont du temps perdu, c'est ça. C'est vraiment genre, on se dit comment, avec le moins de moves, on arrive à retrouver une carte sans que l'autre sache. Bref. Et il se passe plein de trucs. Et puis, il y a un moment où je l'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé. Vous vous êtes regardés. On s'est regardé. Bref. J'ai pris un paquet de cartes, j'ai sorti une carte face cachée, je lui ai demandé c'est laquelle. Il m'a dit 6 de carreau, j'ai retourné, c'était le 6 de carreau. Et puis la journée a continué. Ce moment est extrêmement fort. Et quand je dis ce n'est pas un coup de chance, c'est que quand on s'est regardé dans ce moment-là, au-delà de la référence bref, il y a vraiment un truc dans les yeux de je sais que tu sais que je sais. Et je ne sais pas comment l'expliquer. Mais vraiment, il y a eu vraiment ce truc-là de on s'est regardé, on s'est dit c'est une évidence. Cette carte est devenue comme une évidence. Moi, elle m'est apparue dans ma tête comme une évidence. Ah oui, et là, si t'en parles maintenant et pas dans l'épisode sur l'intuition, c'est parce que c'est... télépathie, c'est vraiment une sorte de communication. Bah, c'est ça que j'ai envie de voir, c'est ça que j'ai envie d'explorer. D'accord. C'est quoi ce truc-là de télépathie? Ouais. La télépathie, pour moi, c'est le cœur du mentalisme. Et c'est pour ça que je voulais revenir. C'est vraiment lire les pensées. Est-ce qu'on peut transmettre des pensées? Est-ce qu'on peut lire des pensées? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui explique ce genre de phénomène? D'ailleurs, dans le mentalisme, il existe même des tours justement où le mentaliste va dire dis une carte, celle que tu veux, je tire une carte, et il arrive à lui faire dire la bonne carte. Exactement. Donc on peut se dire, il y a des techniques moi que j'utilise d'influence. Il y a des techniques où pour deviner les pensées de l'autre, je vais réussir à choper des informations sans que la personne ne sache. Il y a des trucs où je vais utiliser de l'intuition. On a un peu parlé d'intuition, etc. Mais je me dis, et là c'est ça qu'on va explorer dans cet épisode-là, c'est quelles sont les différentes écoles de pensée d'explication de ce phénomène-là? Est-ce que vraiment il y a des pensées qui se transmettent? Est-ce que il y a autre chose qui se passe? Et donc j'aimerais vous parler d'une autre expérience du coup pour le coup dans laquelle j'ai beaucoup participé et qui existe pas mal. C'est un jeu en impro où il y a 4 personnes face à un mur, une personne derrière. Une personne derrière va pointer du doigt une des 4 personnes qui sont face au mur, donc elle ne le voit pas. La seule consigne, c'est si vous sentez qu'on vous pointe du doigt, retournez-vous. Ouais. Ce qui se passe est assez fascinant. C'est que au tout début, on a l'impression que le taux de réussite est aléatoire. Donc 25%. Voilà, c'est oui, non, etc. Enfin, il n'y a rien qui sort. Mais quand vous prenez un groupe donné, s'ils font cet exercice-là suffisamment de fois en répétition, au bout d'un certain temps, on enchaîne les réussites. Ok. Et ça, c'est pas une fluctuation statistique. C'est-à-dire qu'il arrive à un moment donné où, à partir de ce moment-là, on est à plus de 90% de réussite. Et on peut le continuer non-stop. Assez fascinant quand même. Et là, on a 2 écoles de pensée. Il y a la première école de pensée qui se dit, dans ces phénomènes-là, avec par exemple l'expérience avec Régis, la transmission de pensée passe. Il y a une communication qui passe. Certains parlent de phéromones, disent que en fait, nos capteurs sont beaucoup plus sensibles que ce qu'on ne croit. Et c'est pas impossible que quand on pense ou qu'on projette notre pensée d'une certaine manière et que l'autre est aligné à cette manière-là, bah, il est sensible à capter ces informations-là et que donc, du coup, ça se joue à un niveau beaucoup plus profond. Dans cette école-là, il y aurait éventuellement un truc de transmission ou même de modification corporelle. Dans certains des épisodes suivants, on va parler de cognition incarnée,
qui est un modèle psychologique que j'utilise énormément, qui en gros raconte comment les pensées sont stockées dans le comportement du corps, et que du coup, peut-être que, en fait, quand je pense à quelque chose, bah, en fait, ça modifie mon corps à un niveau tellement fin que c'est pas impossible que j'arrive à transmettre plus d'informations qu'on pourrait imaginer. Et que la seule chose qui nous bloque, c'est notre anticipation, notre croyance de ce qu'on peut ou pas capter. Mais il y a une autre école de pensée. Et dans les contextes que je vous ai racontés, moi, je suis plutôt parteur du deuxième. Je pense qu'il y a un peu de vérité dans les deux. La deuxième école de pensée parle de déduction complexe. Je m'explique. Il s'avère que quand vous mettez un groupe suffisamment de temps, le point commun entre l'expérience avec Régis, l'expérience avec les 5 personnes, l'expérience de clown que j'avais mentionné à un épisode précédent où... Je comprenais pas quand tu dis l'expérience avec Régis, c'est ton ami. Oui, c'est du mon début de ami. l'histoire. Ouais, exactement. L'expérience, oui, de 6 de carreau avec mon ami Je me disais, magicien. c'est un chercheur, c'est une étude qu'il a déjà citée. Oui, c'est un effectivement, chercheur de cartes. L'expérience d'impro, une autre expérience que j'avais mentionnée dans des épisodes précédents aussi, où il y a... c'est un exercice de clown que j'ai déjà testé, qui est absolument fascinant aussi, où au bout de... on s'échauffe, puis il y a une personne qui a les yeux bandés et qui marche dans une ligne droite, et une personne derrière qui a son bras tendu devant elle, et quand elle veut, elle ferme la main. Et l'autre, elle s'arrête quand elle le sent. Et vraiment, mais il se passe un truc absolument fabuleux où la personne, elle marche, l'autre, elle a le bras derrière, et le moment où elle ferme sa main, l'autre, elle s'arrête. Et pareil, c'est à répétition. Ça ne marche pas avec tout le monde, ça marche qu'avec des clowns entraînés. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est atteint avec la répétition. Il y a quelque chose qui se débloque. Si je n'arrive pas à avoir ce phénomène-là avant suffisamment de répétition, c'est qu'il y a quelque chose qui permet de débloquer ça. Et il s'avère que un des choses qui débloque, c'est le lâcher-prise total. Quand on fait du clown, une des choses sur lesquelles on travaille, c'est le moment présent. C'est tu es hypersensible à tout ce qui t'arrive. Pour reprendre le travail du masque neutre de Jacques Lecoq, qui est en gros un masque sans émotion, le clown, lui, n'a ni passé ni futur. Il est que dans le moment présent. Vous imaginez Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, je veux aller à un endroit, je vois de la monnaie par terre, je me baisse, et comme je suis en train de porter un bout de bois derrière moi, ça cogne l'autre. Puis, comme il gueule, je me retourne pour voir s'il va bien. Puis je me retourne, il y a l'argent. Donc toujours, je rebaisse. Et du coup, je me relève pour... etc. etc. Donc il n'y a pas de futur, il n'y a pas de prise de recul sur la situation. C'est ça le clown. Et donc quand on fait un travail de clown, il y a vraiment un truc de... je me laisse porter. Tout ce qui m'arrive, mes sensations, mes trucs, un geste qui inconsciemment se répète, je le force à le répéter. Et je me laisse guider. Donc il y a un truc de lâcher prise. L'exercice avec l'impro, pareil. Au bout d'un certain temps, on commence à entrer dans un mode automatique. Notre réflexion de qui est-ce qu'il va, machin, lâche. Et ce qui se passe, et moi je le vois, c'est que au bout de la 5e, 6e, 7e fois où on fait cet exercice-là, en fait, t'es juste en train de le faire. T'es juste en train de faire lui, elle, toi. Les gens sont devant et se retournent. T'arrêtes de réfléchir. T'arrêtes de réfléchir. C'est comme si on enlevait l'agentivité, en fait, ou vraiment la réflexion sur soi. Pareil avec Régis. C'était pas la première expérience qu'on avait faite. On était en train d'enchaîner plein de cartes d'affilée. Et puis, il y a eu cette évidence-là. Moi, je l'ai déjà eu à un moment donné en spectacle aussi, où je devinais des choses sur la pensée de quelqu'un, et c'est ce que j'avais raconté dans l'intuition, où j'ai le mot Emmanuel qui m'arrive dans la tête. C'est tellement fort, qui justement était donc une intuition et pas autre chose. Et donc, c'est pas impossible que, dans ces contextes-là, en réalité, ce n'est pas moi qui transmets une information, ou toi qui reçois, mais que tous les deux, on déduit que le 6 de carreau, c'est la réponse logique vu tout ce qu'on a vu avant. Et comme on sait que les couleurs, les formes, les mots, chacune active différentes zones du cerveau, chacune active différents réseaux neuronaux, chacune active différents concepts. Naturellement, si je te dis par exemple, un arbre, pense maintenant à quelque chose qui n'a rien à voir. Tu vas pas penser à une fleur, tu vas pas penser à un soleil, tu vas peut-être penser à une maison ou un truc justement qui sera diamétralement opposé. Je pourrais pas peut-être directement deviner ce que c'est, mais il y a quand même une logique. Si au bout d'un certain temps, on est en train de balancer plein d'objets, peut-être que naturellement, tous ces objets-là ont créé un enchaînement que ni toi ni moi ne pourra
décortiqué d'un point de vue analytique, mais juste ils ont amené une réponse logique. Ça devient une évidence. Et c'est ce que j'ai vécu avec lui. Ce moment où on s'est juste regardé, vraiment, on a vu que ça allait marcher. Et c'est ça qui était assez épatant, c'est quand je lui ai montré et qu'il a deviné, on n'avait même pas eu un truc de c'est fou, comment c'est possible. On a fait, bah oui, c'est évident. Et c'est le lendemain où j'ai fait, c'était quand même incroyable quand même comme expérience. Mais sur le moment, t'es en mode, bah, c'est une évidence. Ouais. C'est comme si je lui ai dit, tu t'appelles comment, Alexis? Bah ouais, moi je m'appelle Ta. Regarde, j'ai une carte face cachée, le 6 de carreau, c'est ça. C'est normal, quoi. Mais pour me faire l'avocat du diable, t'as apporté de la contradiction. C'est super. Tu dirais quoi si je te dis ouais, mais en fait, comme vous l'avez fait qu'une fois, bah en fait, t'as quand même une chance sur 52. Potentiellement, c'est ça qui s'est passé. On pourrait, effectivement. Mais c'est pour ça que si je fais le parallèle, alors cette expérience-là, c'est pas le cas, mais si je fais le parallèle avec l'expérience des 5 personnes, Oui, tu dis elle a été répliquée. En fait. elle est répliquée. Oui. Et elle est réplicable aussi, à plein de moments. Les seules expériences que j'ai pu lire, en fait, qui critiquaient ça, l'erreur faite, c'était qu'ils prenaient des gens qui n'étaient pas formés à la méthode. Et donc, du coup, bah, tu casses ce côté lâcher-prise. Et comme tu as besoin d'un lâcher-prise, le lâcher-prise, ça se travaille. On le voit en improvisation, il y a beaucoup d'exercices. Il faut que les deux personnes... Il faut que tout le monde. Ah ouais, d'accord. Toutes les personnes qui sont impliquées. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que là, avec Régis, on avait tellement parlé de cartes qu'en fait, les cartes devenaient un autre langage. C'est comme si, là, tu vois, quand je te dis comment tu t'appelles et tu me réponds Alexis, il se passe quelque chose d'hyper complexe quand même. Hein. Tu reconnais des bruits, des sons, des fréquences. Ces fréquences-là, toi, sont transmises dans ton cerveau et qui donnent du sens. Et ce sens te pousse à avoir une réponse. Bah, en fait, quand tu es dans un lâcher-prise total, tout peut avoir du sens autour de toi. Là, si on regarde par exemple la salle dans laquelle on est, ou si vous, par exemple, chez vous, vous regardez la salle dans laquelle vous êtes, si juste vous vous laissez juste observer, et je vous dis j'observe, vous allez voir des lignes, vous allez voir des points focaux, vous allez voir que tous ces objets-là, d'une manière purement aléatoire, hein, poussent l'attention à aller dans un lieu précis. Parce que il s'avère que y a plein de lignes parallèles à un endroit plus qu'un autre. Il s'avère qu'il y a un endroit qui est plus concentré que d'autres. Il s'avère qu'il y a un truc où il y a moins d'objets. Peut-être que tout ça va créer un vide à un endroit où naturellement votre attention sera attirée. Et je vous invite à faire cet exercice, c'est assez fascinant, où juste vous vous mettez dans un lieu. Et là, par exemple, tu vois, si je me mets dans ce lieu-là, ça prend du temps. Le temps de justement sortir de toutes mes anticipations, de sortir de mes préjugés, de sortir de mes émotions, et juste me dire, je laisse le lieu me guider. Et je vois ce que ça donne. En fait, on voit qu'il y a naturellement, mais juste parce que c'est des statistiques, hein, il va y avoir des éléments qui vont être plus attirés. Donc si moi et toi, on est dans cet état, on va dire, de transe, qui, je pense, est une forme de transe. En fait. En tout cas, c'est pas un état ordinaire. C'est pas un état ordinaire. Je pense que c'est une forme de transe, de lâcher prise, justement, un truc d'hyperconnexion à tout ce qu'il y a autour. Et si tous les deux, on est là, et je te dis, je pense à un lieu dans la salle, je vais y cacher une pièce, et toi, juste, tu te dis, quel est le lieu qui me vient là, c'est très probable que tu vas réussir à le faire. Et moi, c'est quelque chose que j'utilise parfois en mentalisme. Il y a des fois où comment j'arrive à deviner la pensée de la personne, c'est que juste, je la mets dans une réponse tellement impulsive que c'est l'environnement autour, en fait, qui la pousse à agir dans cette direction-là. Et la seule chose que j'ai à faire, moi, c'est de me dire, qu'est-ce qui me vient, moi, naturellement. En fait, je suis pas en train de lire ses pensées. Je suis en train de lire mes pensées. Et c'est juste que si je mets la personne dans le même contexte que moi... du coup, elle va avoir les mêmes, logiquement. Exactement. Et est-ce que, du coup, ça peut continuer de s'appeler de la télépathie dans ce cas-là ? C'est toute la question. Et c'est ça qui est assez fascinant. Si on regarde, par exemple, il y a une école qui travaille beaucoup sur la télépathie et sur l'intuition, c'est Iris Intuition, qui est une école qui a été fondée par Alexis Champion, le directeur, qui à la base avait fait une formation d'informaticien et qui ensuite a développé beaucoup de choses d'intuition. Je me suis intéressé à ce qu'eux développent. Parce que, du coup, notamment, en plus, dans le cadre de l'écriture de mon bouquin, il y a une partie sur l'intuition où je pousse ça beaucoup plus loin. Et en fait, j'ai voulu voir qu'est-ce que eux racontent sur ce truc-là. Parce que pour eux, l'intuition, c'est, et je cite, une téléportation de notre conscience à travers l'espace-temps. Ce qui est très poussé, et du coup, pour eux, quand tu lis dans les pensées de quelqu'un, c'est vraiment ta conscience qui rentre dans la conscience de l'autre et qui revient. Bon, pourquoi pas ? Moi, après, du coup, ce qui m'a intéressé, c'est de voir leur protocole.
pour voir vraiment dans les protocoles qui sont développés et les études qui sont mises en place, qu'est-ce qui est fait et est-ce qu'il n'y aurait pas justement quelque chose de relié à la décortication non verbale de l'autre, comme dans la première école de pensée, ou un truc juste de lâcher prise. Et donc, dans un de leurs protocoles, à un moment donné, ils expliquent ceci. Ils disent, et c'est Laurent Gounel, l'auteur de Intuitio, qui lui avait suivi la formation et qui raconte ça dans une de ses conférences. Il raconte que 2 expériences. La première, c'était, il était allé voir à la fin de sa formation, on lui a expliqué le protocole, et je vous dirai après le protocole plus tard. Il y a eu son formateur qui a pensé à un lieu, a pris une image de ce lieu-là, l'a mise dans une enveloppe, a scellé, il lui a dit « Là, il y a un lieu, applique le protocole et dis-moi ce que tu vois. » Et donc, Laurent a appliqué le protocole, a visualisé les trucs, etc., a mis en place un protocole qui dure genre 40 minutes. Et à la fin, il a dit « Je vois plein de formes rondes, je vois des lignes parallèles, je vois une flaque de l'eau par terre, et je vois une lumière au fond de la salle. » Et son formateur a ouvert l'image. Et l'image, c'était un stockage de fromage. Donc, il y avait plein de fromages ronds sur des étagères. Il y avait une flaque d'eau par terre et une lanterne qui allumait le fond de la salle. Hyper intéressant. Maintenant, et à l'inverse, il y a eu un autre moment donné où lui, il a challengé son formateur. Et son formateur lui dit, bah écoute, tu vas faire ça. Rentre chez toi, pense à un lieu, trouve une image, imprime-le, mets-le dans une enveloppe, reviens. Moi, j'applique le protocole et je fais ça. Et donc, il fait ça. Et c'est son formateur, attention, qui est censé être du coup l'expert de ce truc, qui fait depuis des années et des années travail intuition, qui du coup applique le protocole plus rapidement et qui lui sort c'est grand, c'est gris, c'est froid, c'est granuleux, c'est mystérieux et les gens vont voir ce lieu parce que c'est mystérieux. Et c'était l'image des géants de l'île de Pâques. Ok. Voilà. Maintenant, il se passe plusieurs choses. Moi, dans mon analyse, déjà, j'ai vu que tu as réagi à plusieurs choses. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand je te raconte déjà de ça? Bah, pour la première description, je trouve que c'est une description qui peut marcher quand même sur pas mal de trucs. De dire, ah, il y a des lignes, il y a de l'eau, il y a des lignes parallèles, Complètement. des formes rondes. Même pour la deuxième aussi, en fait. Oui, mais tu vois, pour la deuxième, ça me semblait quand même. Il y a plus d'éléments, tu vois. Il y a plus d'éléments. C'est granuleux, les gens viennent y voir, tu vois. Alors que là, pour la cave d'affinage de fromage, il n'a pas parlé de personnes qui viennent particulièrement. Non. Et c'est là, du coup, on peut se dire, bah, qu'est-ce qui se passe dans le protocole? Eux expliquent que, et c'est vraiment ça la méthode qui a enseigné à Iris et Intuition, ils te disent, ce qui se passe, c'est que tu n'es pas en train de lire la pensée de l'autre. C'est qu'en fait, l'autre est un vecteur pour transmettre ta conscience au lieu auquel il pense. Et que réellement, ta conscience, elle part à l'île de Pâques, prendre des informations et y revenir ici. Et il parle d'un espèce de monde où toutes les informations du monde est stockées. Mais si c'est ça, comment ça se fait qu'ils ne prennent pas des informations plus précises? Voilà. Et donc, c'est là où on va arriver. Il y a un peu ce questionnement-là, effectivement. Et du coup, moi, il y a 2 choses que j'ai remarquées. Et puis, je vais vous parler du protocole qui rejoint en fait les 2 écoles de pensée. Première chose, c'est effectivement les lignes, les ronds, etc. Ça fait penser au mentalisme en plus. Et c'est quelque chose que moi, j'utilise aussi beaucoup. Il s'avère que si vous prenez un lieu, il va y avoir des caractéristiques qui vont revenir beaucoup. Des formes rondes, des lignes, de l'eau. Il y a énormément de lieux. Surtout si vous pensez à un lieu. Je ne parle pas d'une salle, je parle d'un lieu. Je vous mets au challenge vraiment de penser à un lieu reconnaissable, rapidement, qui n'est pas genre une chaise, où il n'y a pas de l'eau. Très compliqué. C'est soit une flaque d'eau, soit un lac, Ouais, soit la mer. voilà. C'est ça. Donc il y a toujours de l'eau un peu autour et une source de lumière. Et surtout qu'en plus, quand on participe à ce genre d'expérience, on a quand même plutôt envie que ça marche de façon générale, ou que ça marche pas du tout. Ouais. Mais quand la personne nous dit il y a de l'eau, ben, si nous on n'en voyait pas, peut-être qu'il y en avait derrière. Oui, aussi, effectivement. Et donc il y a un peu une ouverture aussi de ce cadre-là. Et pour la deuxième explication, moi quand j'avais lu ce truc, quand il dit c'est grand, enfin c'est vertical, c'est grand, c'est gris, il y a du vert, c'est mystérieux et les gens y vont parce que c'est mystérieux. Moi, il y a eu tellement d'autres lieux qui me sont venus à l'esprit qui pouvaient définir ce truc-là. Et pas du tout les géants de Pâques. Et pour curiosité, j'ai demandé à ChatGPT, avec cette description-là, je lui ai dit... À quoi il pense? Devine le lieu. Sur les 20 propals qu'il m'a donné, aucun n'était l'île de Pâques et tous marchaient.
Statue de la Liberté, la Tour Eiffel, la Grande Muraille de Chine, les pyramides dans la nuit. Ah oui, et il y a un truc aussi, il disait c'était froid, c'est froid. Les pyramides dans la nuit, etc. Donc on va dire, il y en a plein. Il y a plein de lieux qui marchent. Mais maintenant, si on analyse leur protocole, en fait, il se passe quelque chose. On peut se dire d'un côté, bon, c'est pas intéressant parce que c'est large. Mais en fait, mine de rien, ils ont quand même dit des choses qui sont justes. Ils n'ont pas dit des choses fausses. Il n'a pas dit je vois une fleur alors qu'il n'y a pas de fleur. L'autre, il n'a pas dit je vois quelque chose de tout petit alors que c'était grand. Oui, mais il n'a pas non plus dit quelque chose de suffisamment précis pour... Voilà. Donc, mais du coup, on est quand même sur un équilibre de pas tout le monde ferait ça. Si là, je demandais à quelqu'un dans la rue, je lui disais je pense à un lieu devine, je ne pense pas qu'il réussirait aussi simplement que ça, sans entraînement, à me donner une manière générale, certes vague, de me décrire quelque chose de juste. Oui, peut-être qu'il te dirait c'est le château de Versailles. Et je dirais non. Bah oui. Et c'est souvent ce qui se passe. Ou tu dirais oui. Ou je dirais oui, je sais pas. Mais donc, du coup, je me suis dit, en fait, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un phénomène. Peut-être que ce n'est pas la conscience qui se transmet, mais il y a un phénomène qui se passe. À nouveau, pour faire l'avocat du diable, ça pourrait être un phénomène d'entraînement. Parce que la personne, elle s'est formée à une méthode, en fait, les modèles qu'on t'a montrés, tu vois, tous les exemples, c'est que les... Exactement. Et donc, c'est pour ça que j'ai vu le protocole. Ça aurait été le cas si c'était un entraînement d'improvisation. Tu vois, je peux t'entraîner à improviser des trucs. Je peux t'entraîner à voir les concepts, ou parler, ou travailler la langue de bois. Tu vois, si c'était un entraînement de travailler la langue de bois ou travailler la parole, dans ce cas-là, oui, c'est qu'un travail d'entraînement. Mais ce n'est pas ça le protocole. Le protocole, ce qui se passe, ou en tout cas le protocole qui est décrit en quelques étapes, apparemment il va beaucoup plus loin, mais je n'ai pas tout suivi. Mais en gros, ça se passe en plusieurs étapes. Toi, tu penses à un lieu. À ce moment-là, moi d'abord, je vais écrire phase 1, et tu vas voir à chaque étape à quoi ça te fait penser, toi, d'autres épisodes, parce que c'est hyper intéressant. Vous aussi, n'hésitez pas à réfléchir à chaque fois que je raconte une étape du protocole, à quoi ça fait référence, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a déjà vues. Première étape, c'est, eux, ils appellent ça libérer sa conscience, sortir la conscience du corps, et donc, tu écris sur un bout de papier toutes tes préoccupations actuelles. Okay. Toutes les préoccupations actuelles qui te viennent à l'esprit, toutes les pensées que tu as en ce moment donné. Ça te fait penser à quoi ? Il y a un épisode où on avait exactement donné cette et ça servait à quoi ? Dans la gestion du stress. Se détendre. Se détendre. Ouais, le fait... Exactement. On avait dit dans la gestion du stress, si vous sentez de l'anxiété venir, c'est parce que le cerveau sature en stockage d'informations. Vous écrivez sur un papier, il les libère et donc il peut se concentrer sur autre chose. Donc ça, c'est la première étape. Intéressant. Donc, ils écrivent. Deuxième étape. La personne qui connaît le lieu va dire des nombres au hasard qui lui viennent à l'esprit pendant qu'elle pense au lieu. Et moi, le télépathe ou l'intuitif, je vais les écrire sur un papier. Donc si toi, tu penses à un lieu, tu l'as mis dans une enveloppe, tu vas me dire genre 2, 4, 124, 512, 448. Et moi, je les écris. Jusqu'à ce que tu sentes qu'il n'y a plus aucun nombre qui te vient. Ça, à ton avis, qu'est-ce qui pourrait se passer de manière sous-jacente ? Il pourrait se passer plein de choses, mais il pourrait se passer un phénomène de je capte un peu ta manière de penser, comme si je détectais une sorte de pattern, mais sans vraiment m'en rendre compte. Exactement. Pour moi, et ça c'est que mon analyse, derrière ces nombres-là, en fait, je te pousse à faire une association, mais c'est pas les nombres qui comptent pour moi, c'est la manière dont tu me les racontes. Peut-être que, en fait, pendant que tu es en train de penser à un lieu, je sais pas moi, hyper froid, hyper sombre, du coup, peut-être que tu vas me faire 2, 1, 0, 5, etc. D'accord. Alors que peut-être que tu seras un peu plus joyeux. Et ça, pareil, c'est des informations qui sont transmises parce que tu es forcément biaisé par le lieu auquel tu penses, c'est sûr et certain. Et que du coup, tu me fais une communication. Mais du coup, comme, en fait, pareil avec les cartes, au bout d'un certain temps, si tous les deux, on est en mode lâcher prise, et que toi, tu as déjà travaillé ce mode-là, tu es beaucoup plus aligné sur naturellement qu'est-ce que ces pensées-là te poussent à agir. Et donc, on voit tout le temps du sens, en fait. Le cerveau, quand il est en mode lâcher-prise totale, il voit du sens et il donne du sens là où il n'y en a pas nécessairement. Oui, c'est vrai que si tu penses à un cimetière,
tu vas peut-être pas raconter les nombres avec la même joie que si tu penses à un endroit super touristique que tu aimerais bien visiter. Et si on pose le truc plus loin, là j'ai pas d'études, mais ça c'est mon intuition là-dessus, je pense que tu ne dirais pas les mêmes nombres non plus. Ah ouais, d'accord. Je pense qu'il y a une forme de... Et certaines études sur la communication en tout cas montrent que dans un contexte donné, les mots et le vocabulaire qu'on utilise s'adaptent au fur et à mesure de notre échange par rapport à l'autre. C'est-à-dire que entre nous, on n'a pas le même vocabulaire que entre toi et un autre pote, entre moi et ma famille, etc. Donc, le vocabulaire change. Eh ben, si tu extrapoles ça, le vocabulaire, c'est juste des mots auxquels on a attribué du sens. Si maintenant on est en mode lâcher prise et que du coup on est juste en mode c'est des chiffres, c'est des couleurs, etc., bah, on peut créer de l'association. Donc je ne suis pas sûr de ça. Mais moi j'ai beaucoup d'éléments qui me poussent à croire ceci. Dans tous les cas, ce que ça permet aussi, c'est que les deux personnes sont focalisées sur un même objectif. Donc ils sont alignés aussi. Troisième étape. La personne, une fois qu'elle écrit ça, laisse sa main faire de l'écriture automatique. Et après, il décode les lignes que sa main a fait. Pendant qu'elle pense toujours au lieu. Alors, non, attention, là, c'est l'intuitif. Ah, c'est donc, l'intuitif. il ne sait pas, qu'il projette sa conscience. D'accord. Donc, il écrit les nombres qu'il dit. Donc, 2, 4, 0, 5, 2, etc. Dans la pièce, il y a la personne qui pense au lieu ou pas? Toujours. Ah, ben alors, donc, il peut y avoir de la calibration involontaire. Tu vois, si c'est pour ça que je fais des... Voilà. Toi, tu penses à un truc avec des formes très rondes, tu vois. Ouais. Et moi, je dessine que des formes ultra géométriques, carrées, rectangles. Et peut-être que moi, je vais réagir de manière différente. Toi, tu vas peut-être faire, oula, ça commence à sentir le roussi, tu vois. C'est ça. Et peut-être que je vais me dire, tu vois, j'ai dessiné ça parce qu'en fait, c'est pas ça. Tu vois, peut-être qu'il pourrait y avoir quelque chose comme ça. Peut-être. Ou en tout cas, tu vas réadapter. Ouais. Et tout ça peut se jouer à un niveau inconscient. Oui, totalement. Parce que du coup, moi, c'est peut-être que je suis juste en train de t'observer. Même si je ne vois pas le dessin, on remarque que quand tu es en mode lâcher prise, tu peux reconnaître assez précisément quelque chose que quelqu'un dessine, en tout cas, juste en voyant son bras. Oui. C'est même une branche, d'ailleurs, de technique qui existe dans le mentalisme. Ouais. Complètement. Et du coup, vraiment, c'est un entraînement. Et plus vous êtes en lâcher prise, mieux c'est. Donc, en plus de ça, l'écriture automatique renforce le lâcher prise, renforce le clown, Oui, forcément. enlève le truc qui fait blocage au lâcher prise, c'est le jugement de soi. D'ailleurs, on en parle comme si c'était évident, mais tu peux définir oui, écriture automatique pour les personnes qui connaissent pas. L'écriture automatique, c'est vous tenez un crayon et vous laissez votre main faire ce qu'elle a envie de faire. Sur la feuille, donc que ce soit des écritures, des formes. C'est ça. Souvent, pour enclencher ça, vous lancez un mouvement et vous dites tiens, je vais monter, je vais descendre. Et vous allez voir, au bout d'un certain temps, il y a un truc de... la main commence à bouger toute seule et aller dans des directions. Et ça, c'est de l'écriture automatique. Moi, j'en ai fait pas mal dans mes formations à Lecoq, mais pas d'écriture automatique, mais de mouvement automatique. Où tu regardes une personne, tu fais un geste. Donc là, il est conscientisé, le geste. Puis, lui, il t'en fait un. Puis toi, t'en fais un. Puis lui, il en fait un. Et au bout d'un certain temps, en fait, ce qui se passe, c'est que tu ne sais pas d'où viennent les gestes. T'es vraiment en transe. Il y a un truc de... Ton corps, il bouge. C'est pas fluide. Il y a des fois, parfois, il fait des trucs hyper accélérés, ralentis et tout. Et il se crée une danse entre ces deux personnes-là où tu ne vois pas qui guide, qui suit. Les deux s'auto-guident, les deux s'auto-suivent. Et en même temps, tu vois que c'est un ensemble. C'est pas deux monologues, quoi. Vraiment un ensemble. Et ça a du sens. Il y a un rapprochement, un recul et tout. Et ça, c'est un travail automatique. Ça prend du temps à se mettre en place. Et donc, pour moi, dans cette étape-là, à partir du moment où, une fois que la personne s'est libérée l'esprit et puis a commencé à écrire des nombres, donc se calibrer à la même pensée que l'autre, donc elle est encore plus focus sur la tâche, puis elle laisse sa main faire des choses, non seulement ça peut faire une calibration, mais en plus de ça, il y a un truc de lâcher prise aussi. Il y a un truc de j'enlève mon auto-jugement. Ma main fait ce qu'elle veut. Et c'est là où on va passer à la troisième étape. Ensuite, un des moyens d'analyser ça, ils vont séparer des éléments du dessin et les interpréter. Et ils ont un espèce de code qui a été fait où les études ont été développées par Harold Puthoff et un autre dont j'ai plus le nom, mais tous les liens seront en description, Ben. B-E-N-N-E. Qui ont fait pas mal de recherches dans les années 70-80 sur le psychisme. Ils ont travaillé avec la CIA, avec Stanford, etc. Bon, vous allez voir, les résultats sont pas très probants. Mais quand même, il y a eu beaucoup de travaux de recherche là-dessus. Et un des éléments qui a été fait, c'était que ils ont pris énormément d'écriture automatique de gens.
Et après, ils ont visualisé les objets, les cibles, les lieux qu'ils essayaient de deviner. Et ils ont fait des corrélations. C'est-à-dire qu'ils ont réussi, à partir de plein de statistiques, à se dire, ah bah en fait, ce dessin-là, ça signifie ça, ce dessin-là, ça signifie ça et tout. Mais c'est là où c'est très drôle. Et donc, ils ont inventé une grille ensuite pour pouvoir... Ils ont inventé une grille qui, du coup, ils appliquent aujourd'hui. Mais c'est là où je trouve ça très drôle. Je vais te donner la grille dans un instant, mais je vais essayer de voir si toi, tu peux la deviner. À ton avis, on va commencer juste avec les 3 éléments. À ton avis, si tu prends un lieu, donc je parle lieu, ok ? Encore plus, il y a autre chose aussi. Une information qui n'est pas négligeable, mais que tout le monde connaît inconsciemment. Il faut que ça soit un lieu où c'est quand même impressionnant qu'il le devine. Ça fait partie du contrat inconscient de l'expérience. Je te donne un exemple. Si je te dis, je pense à un lieu, toi, tu devines des trucs et tout, et je te montre un champ vide, bah, c'est pas intéressant. Ouais. En fait, si tu es en lâcher prise, en réalité, tu vas éloigner ce genre de lieu. Parce que tu vas te dire que c'est pas quelque chose que moi je vais prendre. Oui, puis il y a un contrat un peu implicite qui va me faire quand même sélectionner des lieux où effectivement ça en jette plus, quoi. Si je te dis ouais, c'était mon lit. Oui, c'est ça. Bah, voilà. C'est pas intéressant. Voilà. Et ben mine de rien, plus vous êtes en lâcher prise, plus vous vous connectez à en fait un inconscient collectif, un espèce de contexte donné. Si par exemple je te dis, là moi je pense à une image. Si on est purement rationnel, tu peux dire bah, je peux pas savoir. Et là c'est ton rationnel. Mais je te fais ok, tu sais quoi ? Là, je viens de dessiner la première chose qui me passe par la tête. C'est un petit dessin, simple. Qu'est-ce qui te vient ? Le petit dessin que t'as fait ? Ouais. Une spirale. Une spirale, ok. C'était une fleur. Oui, je sais. Bah, t'es trop fort. Mais oui, parce que tu vois, il y a cette forme et tout. Mais en fait, en tout cas, t'as vu un truc circulaire. Ouais. Je vais pas dire que tu as deviné mes pensées, mais on est d'accord que t'as eu un truc qui est venu et t'aurais pas pensé à une fusée, t'aurais pas pensé à un club de hockey, t'aurais pas pensé à... Pourquoi ? Parce que c'était implicite dans ce truc-là. Et en fait, en réalité, il y a énormément de choses qu'on arrive à deviner d'une manière globale. Je pense qu'en réalité, si je t'avais donné 3-4 essais, je pense que tu serais tombé sur la fleur. Et c'est pas si impossible que ça. Parce que t'as un truc de je me suis laissé aller. Oui, et puis il y a un peu les conditionnements des attentes, tu vois. Ouais. Toi, t'as pas pensé non plus à la fleur pour rien, parce que t'as parlé d'un champ, t'as déjà utilisé, t'as parlé de fleur à un autre moment. Donc effectivement, si tu me donnes plusieurs essais, peut-être qu'au bout d'un moment, je vais tomber... Et c'est ce que j'expliquais dans la deuxième école de pensée, c'est la causalité. La causalité déduite. Oui. C'est tout comme les cartes. En fait, il y a une logique derrière. Si je dis 2 de trèfle, 5 de pique, 6 de carreau, 8 de cœur, etc., je peux pas t'expliquer pourquoi, mais inconsciemment, il va y avoir du sens qui va sortir. Là, t'allais dire quelle carte ? Attention, à 3, on l'a dit. Je sais pas. Ouais, vas-y. 1, 2, 3. 3 de carreau. Oh, ça aurait été pas mal. Mais incroyable. C'est ouf. Mais t'as vu, on a eu le 3. Alors, je vous assure qu'on n'a rien préparé. Un 3 rouge, non mais c'est exceptionnel. Je vous assure qu'on n'a rien préparé. Là, j'étais sûr en plus que t'allais dire un 3, je sais pas pourquoi. Bah moi là aussi. Moi, c'est la première qui m'est venue. Mais tu vois, j'adore. Ça, c'est de la télépathie. Mais en fait, c'est assez fascinant. Quand vous étudiez ces phénomènes-là, vous réalisez que beaucoup de choses ont du sens. Pourquoi est-ce que ça marche ? C'est que les deux doivent lâcher prise. Si moi, je me disais, je vais penser à une carte, ça n'aurait pas marché. Je me suis juste laissé me dire, une carte vient. Ouais. Et la carte qui m'était venue, c'était un 3 rouge. Oui, et d'ailleurs, tu t'es pas dit quelle carte je pourrais choisir qui... C'est ça. J'ai juste laissé une... Et en fait, pour être sincère, et là, c'est pas de l'analyse a posteriori, j'ai vraiment juste eu un 3 rouge qui est venu. Et c'est tout que j'avais. Et le cœur, il est venu après que j'ai complété. Toi, j'imagine que t'as juste laissé une carte apparaître dans ton esprit aussi. Bah, en fait, quand t'as dit ta première suite, je me suis dit, ok, je suis certain que la suite de la suite, c'est 3 de carreau. Voilà. Si on analyse ça, on pourra peut-être trouver des oui parce que... Mais en fait, c'est pas ça qui est intéressant. Oui. Il y a tellement de choses qui se jouent à un niveau tellement inconscient que... Et c'est ça l'intuition, c'est se laisser aller. Donc, quand j'écris ces trucs-là, donc effectivement, il y a des trucs implicites. Et maintenant, je te pose des questions. Si tu devais me dire, dans les lieux de contrats implicites, des lieux intéressants, des lieux reconnaissables, etc., quels seraient les 3 éléments que tu penses on pourrait retrouver dans tous les lieux ? Tu me dirais quoi ? Des lieux qui se visitent ? Caractéristiques, je veux dire, dans une image. Si tu prends une image, quelles sont les choses que tu pourras avoir sur cette image-là ? L'aspect de grandeur. Ok, très bien. Donc plutôt des objets qui sont plutôt gros. Ok, très bien. Quoi d'autre ? En plein air. Plein air, ouais, pourquoi pas. Ou genre j'ai pas un toit au-dessus de moi quand j'y suis.
Ok, tu vois. Très bien. Quoi d'autre ? Je suis plutôt devant le bâtiment, par exemple. Devant le bâtiment plutôt qu'à l'intérieur, ouais. Et le contexte, et les choses qui vont y avoir à l'intérieur. Les éléments qui deviennent là naturellement. Quand tu prends plein de différents lieux, même intérieurs ou extérieurs d'ailleurs, quelles sont les choses que tu peux retrouver un peu partout ? C'est pas des lieux vides. C'est pas des lieux vides, mais il y aurait quoi ? Regarde là par exemple le lieu de podcast. Qu'est-ce que tu peux retrouver qui serait retrouvable à des plantes par exemple. Plantes, donc quelque chose de naturel. Ok. Quoi d'autre ? Des. À l'extérieur ou à l'intérieur, très probablement tu auras un élément naturel. Ouais, quoi d'autre ? Des meubles. Donc quelque chose d'artificiel fait par l'homme. Ok. Ouais, quoi d'autre ? Mais alors ça veut dire que du coup, si je dis ok, tu penses à un endroit, il y a des plantes, en tout cas il y a quelque chose de naturel, et puis en plus je te calibre, mais ça me fait même penser à ce que tu as inventé comme système pour faire du cold reading en fait. Absolument. Et je me suis inspiré de beaucoup de systèmes qui existent aussi, où en fait on réalise que il y a des phrases qui existent et qui sont valables dans beaucoup de choses. Les 3 ingrédients les plus fiables et que j'ai vu dans certains travaux, notamment les travaux de Patrick Froment, qui est un mentaliste français, qui a un peu travaillé sur la reconnaissance des lieux. Il y a 3 caractéristiques qui ressortent. Naturel, quelque chose de fait par l'homme, donc avec des coins rigides, et de l'eau. Oui, du coup. De l'eau, on le retrouve à l'intérieur. À l'intérieur, il y a des bouteilles d'eau. À l'extérieur, il y a une flaque d'eau, la mer, un lac, une rivière, etc. Ces 3 éléments-là, c'est les plus probables. Donc ça, c'est purement statistique. Maintenant, je vais faire un parallèle. Si tu fais de l'écriture automatique, et moi, j'ai vu des centaines de personnes faire de l'écriture automatique parce que dans mon spectacle, à un moment donné, je pousse une personne à faire de l'écriture automatique. Et du coup, j'ai pu observer énormément de différents dessins qui sont faits. Il y a 3 choses qui reviennent d'une manière très remarquable. Une forme ronde, une grosse courbe, donc un demi-cercle. Des formes angulaires, un truc avec un angle droit. Et une onde, un zigzag ou un gribouille. Ces 3 trucs-là, ils reviennent dans tous les dessins. Et là, je vais te dire un truc drôle. Oublie ce que j'ai raconté là. Dans Iris Intuition, leur graphisme d'analyse, ils te disent, si tu as dessiné un demi-cercle, c'est qu'il y a des éléments naturels. Ah. Si tu as dessiné un angle droit, c'est qu'il y a des éléments faits par l'homme. Et si tu as dessiné une onde, c'est qu'il y a de l'eau. Ah ouais, c'est génial. Et ce qui est hyper intéressant, ce que j'ai remarqué dans les études, en fait, ils ont trouvé une corrélation entre 2 choses qui n'étaient pas nécessairement reliées, mais où ils ont juste pris les choses les plus statistiquement haut dans les 2. Oui, mais sans le faire exprès du coup. Exactement. Enfin, faudrait demander du coup à Alexis Champion. Est-ce qu'il a fait exprès ou pas ? Ça serait une bonne question. Je ne pense pas. Non, je pense pas non plus. Je pense pas. Parce que, en fait, c'est comme si je vous disais, là, si je prends une salle de classe, genre une trentaine d'élèves, peut-être que je pourrais vous dire, les personnes les plus intelligentes sont les personnes qui s'habillent le plus fréquemment en rouge. Ce qui sera vrai. Ça ne veut pas dire que si vous vous habillez en rouge, vous serez plus intelligent. Bien sûr. Ouais. Parce que forcément, quand vous prenez un ensemble fini de données et que vous analysez 2 statistiques, il y aura toujours une corrélation sur un des ingrédients de chacun d'entre eux. Et donc, quand moi j'ai vu cette analyse-là, c'est assez fascinant quand même. On va encore plus loin. La 3e étape, c'est il demande à la personne d'écrire toutes les visuels qui lui viennent à l'esprit sensoriels. Les couleurs, les sensations, les odeurs, etc. Et puis, à chaque fois qu'il y a une image forte qui lui vient dans sa tête, il écrit du côté et il fait un geste de l'éliminer de sa tête. Parce que pour eux, si tu as une image dans ta tête, c'est pas ton intuition, c'est une projection. Ok. Et donc, du coup, il faut juste écrire des trucs. Oui, mais donc du coup, ça augmente mes chances que je dise des trucs larges. Exactement. Ok. Et en plus de ça, comme t'es qu'en train d'écrire des mots et des trucs, t'es en lâcher prise aussi. Un peu comme l'exercice de quand vous dites un mot, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, et au bout d'un certain temps, c'est juste ça fuse. T'es juste en train de raconter des choses qui s'associent. Et donc, t'es en lâcher prise. Tout ça permet de renforcer un côté lâcher prise, un côté connexion à l'inconscient collectif, un côté calibration à l'autre aussi. Parce que pareil, l'autre, il est conscient du lieu. Et petit à petit, tous ces éléments-là, que ce soit l'analyse de l'autre, peut-être qu'il y a des phéromones aussi, ça, je sais pas. En plus de ça, les espèces de divination collective de tout ça, et comme l'expérience, elle dure 30 minutes quand même, au bout de 30 minutes, t'es en lâcher prise, t'es en transe par rapport à ça, juste je parle et je laisse les choses venir. Et donc, ça optimise les chances d'avoir quelque chose de juste.
Donc c'est assez fascinant parce que le protocole, quand même, il a une véracité à l'intérieur. C'est-à-dire que tu arrives à te connecter à quelque chose. Oui, en fait, on pourrait dire qu'il n'est pas du tout surnaturel, en fait, le protocole. Il met en place le contexte qui est nécessaire pour donner l'impression qu'on fait du surnaturel. Exactement. Mais ce qui en soi est également un renforcement de l'intuition puisque tu te connectes à quelque chose Oui, du coup. que tu n'aurais pas pu faire si tu n'avais pas fait ça. Oui, c'est juste... du coup, c'est comment ça redéfinit ce qu'on appelle intuition, là, dans ce cas-là. Exactement. Et c'est là où c'est assez drôle, c'est que quand on remarque les autres études, en tout cas, je n'ai pas pu tout lire, donc peut-être qu'il y en a d'autres auxquelles j'en suis pas conscient, mais de toutes les études que j'ai pu lire sur la télépathie, les seules qui marchent bien, en tout cas, sont soit des éléments où c'est très large, et c'est là où je vais revenir sur Harold Puthoff, qui était un des premiers scientifiques qui avait vraiment exploré ça, notamment avec la CIA, où dans un de ses premiers articles scientifiques, il dit dans son introduction, je ne sais pas pourquoi, mais la projection astrale marche mieux quand c'est des lieux préexistants plutôt que des lieux artificiellement construits pour l'expérience, donc des trucs construits en laboratoire. Et il y a plus de chances de deviner des éléments justes sur un lieu pensé parmi une centaine de possibilités que deviner le nombre choisi entre 0 et 9. Ce qui est très drôle. Lui, dans sa conclusion, il dit que, selon lui, l'intuition ou la projection télépathique a besoin de vecteurs naturels. Et plus tu rajoutes de l'artificiel de l'homme, moins tu arrives à créer ces vecteurs-là et ce bloc. Alors qu'en fait, on peut traduire cette phrase en plus ça correspond aux attentes inconscientes qu'on a sur les lieux auxquels penser quand on nous demande de penser à un lieu, Exactement. plus ça marche. Exactement. Et plus on va rajouter des choix artificiels qui n'ont pas de sens, c'est-à-dire les nombres par exemple, moi ça va marcher. Moi je dirais même plus, je pense que si on essaie de faire un truc de divination et que juste à chaque fois je pense à un numéro entre 1 et 9 et tu essaies de deviner, je pense qu'au bout d'un certain temps on réussira à avoir un bon taux. Je le pense. J'ai jamais testé, mais... Est-ce que, par contre, tu penses que si, en fait, toi, tu as juste tu demandes à Google un nombre entre... tu vois, tu vas sur random.org et tu demandes un nombre entre 1 et 10 à chaque fois, et c'est pas toi qui le choisis. Tu penses, par contre, que... Là, ça, je pense que ça marchera moins. Et justement, les études qui ont été faites, c'est que quand il n'y avait pas une personne qui était responsable du transmission de vecteurs, ça ne marchait pas. C'est-à-dire... Et c'est là où c'est hyper intéressant. C'est que dans certaines autres expériences qui ont été faites sur la télépathie, ils ont réalisé que pour que l'expérience marche, même en double aveugle, il fallait que ce soit quelqu'un qui pense au lieu, même si cette personne n'est pas présente dans la salle. Eux, ils ont expliqué ça en mode, c'est de la connexion télépathique avec une personne ailleurs et que du coup, tu as projeté ton... Oui, alors que ça peut être à nouveau les attentes en fait. À nouveau les attentes. Parce que toutes les expériences qui ont essayé de faire ça avec des lieux générés aléatoirement, genre, on génère ce qui peut aussi être un protocole. Hein. C'est-à-dire, je me dis, le protocole, c'est je projette mon intuition et puis je tape sur Google Images, images aléatoires. Et puis juste, je projette mon intuition, je devine des choses et puis je clique sur le Next. Ce qui en soi est un protocole viable. C'est un protocole que je peux répéter. Si effectivement j'arrive à faire ça, ça pourrait marcher. Mais toutes les expériences avec ces protocoles-là ne marchaient pas. Il fallait absolument qu'il y ait quelqu'un qui y pense. Et donc, pour moi, c'est ça. Ce n'est pas une connexion, c'est une anticipation des attentes qui sont hyper claires et qui permettent du coup de naviguer ensemble. Donc on n'est pas en train d'envoyer et de recevoir des informations. On est en train de se connecter au sens que le monde actuel, le contexte dans lequel nous sommes, nous envoie. Ce qui en soi est aussi fascinant. Bien sûr. Quand je me suis formé en hypnose, à l'époque où je me suis formé en hypnose d'accompagnement, on faisait faire aux stagiaires un espèce d'exercice où en fait on se regardait dans les yeux, on se tenait les mains et un des deux devait donner une couleur et l'autre répéter la couleur le plus rapidement possible. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que en fait, on n'arrive même plus à discerner qui est la personne qui lead et dit la couleur. Et en fait, à un moment, je l'ai fait avec plusieurs personnes. C'est vrai, c'était un petit peu intéressant. Mais surtout, ce qui était intéressant, c'est qu'à un moment, je l'ai fait avec une autre personne extérieure où je lui ai expliqué un peu le fonctionnement. Et c'était une génie de ce truc-là. Donc, inversement, ça marchait pas particulièrement mieux que ce que je faisais avec n'importe quelle autre personne. Mais elle, par contre, quand c'était elle qui devait répéter la couleur le plus vite possible, mais en fait, dès la première fois que j'ai dit une couleur, elle a dit la même couleur au même moment. Et donc, on le fait 40 fois, et 40 fois, elle y arrive, mais parfaitement. Sauf que si, avec mes lèvres, je faisais comme si j'allais dire bleu, mais en fait, je disais rouge, elle disait bleu. Excellent. Donc en fait, c'est juste qu'elle avait une capacité à lire sur les lèvres ultra rapide et ultra précise. Tu penses que c'était conscient ou inconscient ?
Bah, au début, c'était inconscient. Et ensuite, quand j'ai fait genre rouge, tu vois, et ben, du coup, elle disait bleu. Ah oui, pour la caméra, pour les personnes qui nous écoutent que en podcast, donc avec mon mouvement de lèvres, je fais exactement comme Tu si fais j'allais un dire B. bleu. Ouais, voilà, Ouais, je ok. fais un B. Et ensuite, je dis rouge. Et donc, ben là, du coup, une fois qu'elle se rendait compte que on s'était complètement trompé, du coup, elle pouvait conscientiser pourquoi elle avait dit bleu. Hmm. Tu vois. Donc, voilà. Assez C'est intéressant, intéressant. mais tu vois, c'est plutôt qu'elle captait en fait C'est capter les certains informations de éléments. l'autre. Et en fait, tous ces éléments-là font que, en réalité, quand on pense à quelque chose, on a énormément de transmission de pensée. Il faut juste voir comment, juste en pensant à un souvenir différent, bah, ça change votre comportement. C'est un fait. Ça va changer aussi votre dialogue. Le cerveau essaie de donner du sens. Et donc, si moi, j'arrive à créer du lâcher-prise, j'arrive à créer un objectif commun ensemble, et surtout, j'enlève l'effort et le jugement, bah, on arrive à créer ça. Et du coup, ça permet d'anticiper un prochain épisode qu'on va avoir. Ces conditions-là sont exactement les mêmes qu'il faut pour atteindre le flow. Hmm. Et plus particulièrement le groupe flow. Le flow en groupe. C'est assez intéressant. Eh ben, vivement qu'on parle aussi de ça. Est-ce qu'on a un tips alors cette semaine? Oui, absolument. Par rapport à justement ce truc-là de télépathie, comment vous pouvez-vous l'utiliser? On revient à l'intuition, parce que c'est aussi un travail d'intuition, ce qu'on fait là. C'est pareil, les mêmes conseils, c'est écouter cette petite voix qui sort de nulle part. Rappelez-vous, il faut qu'elle soit inattendue, involontaire, etc. et faible. Et plus vous allez vous entraîner là-dessus, mieux ce sera. Si vous êtes dans une situation et il y a une personne qui agit et vous voulez savoir ce à quoi elle pense, si vous sentez que il n'y a pas trop de réflexion qui se passe et qu'elle est dans l'émotionnel, c'est-à-dire qu'elle se laisse driver, dans Daniel Kahneman, c'est en gros, elle se laisse porter par son système 1 et pas par son système 2. Pour essayer de deviner ce à quoi elle pense, pensez. Juste, mettez-vous à sa place. Pas dites-vous à quoi elle pense. Dites-vous, moi, qu'est-ce qui me vient là? Et c'est très intéressant parce que c'est pas comme ça qu'on s'imagine la lecture de pensée. En fait, lisez vos pensées. Moi, c'est comme ça que j'avais réussi à obtenir justement le 6 de carreau, que j'avais réussi parfois même à obtenir des informations sur certaines personnes. Il y a des fois où, un soir, je vois un spectateur qui est parti dans un truc. Et juste, je me dis, oula, là, maintenant, là, tout de suite, maintenant, moi, là, qu'est-ce qui me vient comme pensée? Et je la teste. Et en fait, ces moments-là où vous sentez ce truc-là venir, ils sont hyper rares. Ça, on est d'accord, ça ne vous arrivera pas fréquemment. En revanche, quand vous les suivez, ces moments rares, eh ben, vous allez avoir un taux de réussite sur ces moments-là qui va être assez élevé. Donc, si vous voulez lire la pensée de quelqu'un, lisez vos propres pensées. Super. On parle de quoi la semaine prochaine? La semaine prochaine, nous avons un invité, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Timothée Hochet, qui est réalisateur et magicien. Et donc, nous allons parler de son parcours et plus particulièrement de la psychologie derrière les histoires, les personnages et comment les films et la réalisation modifient votre comportement, les croyances que vous avez sur le monde et sur vous-même. Génial. Eh ben, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.